Nous revoilà pour cette deuxième partie du bilan de 2015. Après avoir étudié le pire de l'année, il est temps de passer au meilleur. Malheureusement, puisque ce classement sera un top 10, certains films ne rentreront pas dans le panthéon de 2015. Je citerai bien évidemment Star Wars, Le Réveil de la Force, Snoopy et les Peanuts ou encore The Interview. Il est temps de commencer et de nous intéresser au numéro 10. Une, deux, trois, quatre. Fou de fafa. Fou de fafa. Aïe. Numéro 10. À la 10e position de ce classement, un film dont vous n'avez probablement pas entendu parler puisqu'il est sorti directement en DVD dans notre pays. C'est What We Do in the Shadows de Taika Waititi et Jemaine Clement. Jemaine Clement, un des membres de Flight of the Conchords dont vous venez d'entendre un extrait de la musique. What We Do in the Shadows, c'est un faux documentaire dans lequel on suit 4 vampires en Nouvelle-Zélande qui se font chier, qui glandent, qui font des trucs. C'est pas un film qui brille par son originalité scénaristique. Oui, j'ai bien dit originalité, hein, à la place d'originalité, mais c'est pas grave. Enchaînons. C'est un film drôle, un peu sanglant, mais qui a le mérite d'être original et qui prend ce concept de faux docu que j'aime particulièrement, notamment avec les séries The Office ou encore plein de trucs. Il y a plein de trucs en faux docu et à chaque fois, moi, ça me plaît beaucoup ce format. L'intérêt de What We Do in the Shadows, c'est que c'est des personnages hyper attachants. Il y a beau avoir très peu d'histoire, les personnages sont hyper attachants. Il y a différents types de vampires. Il y a Vlad l'Empaleur, qui est un vampire plus sexuel et plus centré sur la torture. Il y a un vieux vampire style Nosferatu qui vit dans la cave, qui parle pas l'anglais, qui parle à personne, qui préfère vivre dans son cercueil et qui est par contre le plus dangereux d'entre eux. Il y a un vampire un peu sage, un peu gentil, qui est amoureux, style Twilight. Et il y a un nouveau vampire, et c'est un peu l'élément déclencheur du film, c'est cette arrivée du nouveau vampire dans cette colocation, dans ce manoir qu'ils louent tous les 4. C'est vraiment une petite pépite de cinéma néo-zélandais. Ouais, je conseille du cinéma néo-zélandais, je suis comme ça, moi. Le seul souci que j'ai avec ce film, et ça va peut-être râler, mais c'est la VF qui a été proposée en France dans le DVD, puisque ce film est sorti directement en DVD chez nous, sous le titre « Vampire en toute intimité ». Et pourtant, c'est une VF proposée par des gens que j'aime beaucoup, qui sont Nicolas et Bruno, à qui on doit Message à caractère informatif, ou encore La personne aux 2 personnes. Ils ont leur propre univers, ils ont un humour à part, et là, cette VF est le fruit d'une collaboration avec plein de gens que j'aime bien, Alexandre Astier, Bruno Salomon, et donc merde, ça pouvait proposer quelque chose de bien. Le seul souci, c'est que cette VF est venue changer tout le propos du film. Ils se sont amusés à modifier l'histoire, à modifier l'univers. Ça se passe plus en Nouvelle-Zélande, pardon. Ça se passe à Limoges, tout ça. Et pour moi, cette VF est un sacrilège. Donc regardez What We Do in the Shadows, mais regardez-le en version originale, bien sûr. Numéro 9. À la 9e position de ce classement, on retrouve le nouveau film d'un réalisateur que j'adore, qui est Paul Thomas Anderson, à qui on doit notamment le brillant Magnolia et le très bon The Master, qui n'était pas aussi brillant que Magnolia, mais bon, qu'importe. Cette année, il nous a proposé Inherent Vice. Inherent Vice, c'est l'histoire d'un junkie qui enquête sur la disparition de sa petite amie, le tout dans un Los Angeles très centré sur la drogue, les soirées de débauche et la chirurgie esthétique. La particularité de ce film, et la raison pour laquelle je dis que c'est son film le moins abordable, étant donné que notre personnage principal est un junkie, on va plus ou moins subir les effets de ce qu'il consomme. C'est-à-dire que le film sera décousu parce que dans sa tête, c'est décousu. Par moment, il aura... Enfin, c'est pas par moment, il a une tendance paranoïaque de par tout ce qu'il consomme. Et donc nous-mêmes, on se met à suspecter plein de gens dans le film sans vraiment savoir ce qu'ils viennent foutre là, qui ils sont, pourquoi on a l'impression que ce mec le suit alors qu'au final il le suit pas. C'est tout l'intérêt du film justement, c'est une enquête décousue
Donc je la conseillerais pas aux fans du genre policier parce que finalement il y a très peu d'indices, c'est un peu... c'est un foutoir pas possible quoi. C'est très compliqué à résumer et je sais que ça a dérouté la plupart des gens et que la plupart des gens n'ont pas vraiment apprécié ce film. Moi je l'ai apprécié justement pour ça, pour nous mettre dans l'état de son personnage principal. Et puisqu'on est dans l'état d'un junkie, autant que notre film soit par moments incompréhensible, mais vraiment, il y a des scènes où on ne sait pas ce qu'on fout là, et le personnage non plus. Et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant, et que c'est une œuvre marquante de 2015, en tout cas à mes yeux. Numéro 8. À la 8ème position de ce classement, on retrouve Vice Versa des studios Pixar. Vice Versa, ça raconte l'histoire des émotions de Riley, qui se retrouve chamboulé à l'arrivée de l'adolescence. Je sais pas si je suis clair, moi je trouve que oui. Et mon stagiaire qui est derrière la caméra aussi, mais chut, tu peux pas faire signe, hein, on ne voit pas. J'ai pas grand chose à dire sur ce Vice Versa. C'est un très bon Pixar, original de par son thème, mais pas original de par son scénario. C'est peut-être pour ça qu'il se retrouve pas plus haut dans son classement. C'est un très bon Pixar, et moi Pixar m'a habitué à du très bon, en dehors de Cars qu'on mettra de côté. Et donc voilà, j'ai beaucoup apprécié ce Pixar, j'ai pas grand chose à dire de plus. Si vous aimez Pixar, vous aimerez Vice Versa. C'est vraiment, ils respectent leur cahier des charges. Il manque quelque chose. J'ai jamais réussi à mettre le doigt sur ce qui manque dans Vice Versa. Ça reste pourtant un très bon film. Je le conseillerais à toute la famille. C'est un film à regarder en famille parce que ça parle à la fois de l'enfance, du passage de l'enfance à l'âge adulte, mais également de la réaction des parents face à une enfant qui devient adolescente. Donc c'est vraiment un film très familial, c'est peut-être le film le plus familial de Pixar, je pense. Je ne crois pas me tromper en disant ça. Voilà, j'avais dit, Vice Versa, ça va être très court, et c'est très court. J'ai pas grand chose à dire de plus, on passe au suivant. Numéro 7. À la 7ème position de ce classement, encore un film d'animation. Et cette fois, je vais vous parler du Petit Prince. Le Petit Prince réalisé par Mark Osborne, avec notamment des équipes françaises, américaines. C'est un peu un melting pot de différents studios qui se sont associés pour nous proposer ce petit film d'animation qui, au final, était un grand film d'animation. Je dis petit film d'animation parce que la première bande-annonce m'avait oui, ça peut être pas mal, ça a l'air sympatoche. Et au final, quand je suis allé voir, je me dis, ah merde, non, c'était vraiment bien. Puisque Le Petit Prince n'est pas l'adaptation du Petit Prince. What a twist. Le Petit Prince est en réalité l'histoire d'une jeune fille qui va découvrir l'histoire du Petit Prince par l'intermédiaire de son voisin qui est probablement Saint-Exupéry, mais on sait juste que c'est un aviateur. C'est beau, c'est émouvant, c'est peut-être pas le film d'animation avec le plus d'action, le plus d'aventures épiques, mais c'est celui avec une des plus belles morales que j'ai pu voir cette année. J'ai pas trop envie de vous gâcher la surprise dans le film, mais disons que la vraie morale du film est que l'intérêt d'une histoire, c'est qu'on peut se l'approprier. C'est ça la vraie morale du film, et c'est ce qu'ils font avec Le Petit Prince. Ils se sont appropriés l'histoire du Petit Prince. Et c'est ça, là, c'est vraiment l'intérêt d'une histoire. Donc c'est pour ça, c'est un beau film d'animation avec une belle morale, avec des passages, puisqu'on entend malgré tout l'histoire du Petit Prince dans le film, et ces segments sont plus ou moins faits en faux papier mâché, tout ça, et c'est magnifique. Ces segments sont vraiment magnifiques, et c'est clairement un des meilleurs films de 2015. Numéro 5. Ah non, c'est le numéro 6. 6ème position du classement, encore un film d'animation, Mission 6ème place du classement, un film d'action, Mission Impossible, Rogue Nation. Oui, parce que je parle couramment anglais. J'avais très peur de ce nouveau Mission Impossible, étant donné qu'il est réalisé par Christopher McQuarrie, qui avait réalisé Jack Reacher il y a quelques années, avec Tom Cruise également, et qui pour moi était un des pires films d'action que j'avais vu dernièrement. Enfin, j'avais trouvé ça horrible. Je sais qu'il a de très bonnes critiques, mais j'avais détesté ce film, et à l'annonce que ce Christopher McQuarrie
allait s'occuper de ce nouveau Mission Impossible, j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que Mission Impossible, c'est une saga que j'aime bien. Le 2 a beau être la purge monumentale qui vient gâcher la belle continuité de la saga, dans l'ensemble, chaque volet de Mission Impossible apporte sa patte, apporte sa brique à l'édifice, et à chaque fois, c'est une brique de couleurs différentes. À chaque fois, le ton est différent, l'ambiance est différente. Et je dois reconnaître qu'avec ce Mission Impossible Rogue Nation, eh ben, Christopher McQuarrie m'a surpris. On a peut-être le Mission Impossible le plus drôle, le mieux construit, le plus, j'ai envie de dire, fidèle, oui et non. On est encore dans un gros film d'action avec des courses-poursuites très très cool, des scènes d'infiltration invraisemblables, mais je trouve qu'en termes d'ambiance, d'atmosphère, on est dans un truc un peu similaire à ce que proposait le premier film de Brian De Palma, mais également la série. Je sais que ça peut surprendre. C'est comme si on avait pris la série, qu'on l'avait étendue, et qu'on avait inclus des grosses bonnes scènes d'action à l'intérieur du film. Qu'est-ce que j'ai encore à dire sur ce Mission Impossible ? Oui, un truc qui est très très bien avec ce Mission Impossible, c'est que enfin on n'est plus Ethan Hunt et des gens derrière lui qui va faire des trucs. Non, cette fois on a un vrai sentiment de travail d'équipe, et c'est très très cool parce que ça permet de voir beaucoup Simon Pegg qui est un peu... Voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire, sinon que c'est un très bon film. Je pense que Mission Impossible a parmi les meilleures scènes d'action de l'année, en tout cas les plus fun et les plus drôles. Il se passe plein de trucs, notamment la scène de l'opéra qui est absolument folle. Voyez ce film, c'est très très cool. C'est pas trop lié aux anciens, donc vous pouvez le regarder comme ça, c'est quasi un one shot. Matez Mission Impossible Rogue Nation. Cette fois c'est le numéro 5. Cinquième position de ce classement, The Man from U.N.C.L.E. de Guy Ritchie. Sorti par chez nous, oui, dans notre contrée, sous le titre Des agents très spéciaux. Pourquoi ce film est dans mon classement ? Parce que ça a été une grosse surprise. Et de toute façon, mon top 5 est essentiellement constitué de grosses surprises. L'effet de surprise est quelque chose d'important au cinéma. Et j'en ai marre d'entendre des spectateurs dire « C'était bien, mais c'était pas ce à quoi je m'attendais. » Bah justement, c'est ça qui est bien. C'est cet effet de surprise. Man from U.N.C.L.E. c'est un des nombreux films d'espionnage qui sont sortis cette année, puisque rien que dans ma liste, je peux citer Inherent Vice, Mission Impossible ou Man from U.N.C.L.E. Oui, il n'y a pas Spectre dans mon classement, puisque Spectre était chiant, mou, inintéressant, on s'en fout, on le met de côté. Man from U.N.C.L.E. Man from U.N.C.L.E., derrière, c'est son aspect film d'espionnage classique avec des beaux gosses, des belles femmes, tout ça, dans des beaux décors, ça se passe en grosse partie à Rome, et ça c'est quand même très très cool. Est en réalité une putain de bonne comédie. C'est même quasi sûr le film le plus drôle que j'ai vu cette année. Je vais pas vous dévoiler l'histoire parce qu'elle est faussement complexe, et donc si je dévoile un petit peu, je vais un peu vous niquer le truc. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un agent du MI6 et un agent du KGB qui sont chargés de collaborer pour protéger une jeune femme. Voilà, je n'en dirai pas plus sur l'histoire. A noter que dans The Man from U.N.C.L.E., un peu comme pour Mission Impossible, on avait de très très bonnes scènes d'action avec beaucoup de comédie à l'intérieur. Et ça, mais qu'est-ce que j'adore ça. Moi, une scène d'action qui se prend pas au sérieux, mais qui fait quand même des trucs de fou, j'adore ça. C'était déjà la qualité de Mission Impossible que j'ai cité avant, et cette qualité est encore plus forte dans cette comédie qu'est Man from U.N.C.L.E. J'ai eu des doutes face à ce film, je dois le reconnaître, parce que j'ai beau aimer Guy Ritchie, je sais pas, je me suis dit un film d'espionnage par Guy Ritchie, bon, je m'en fous. La bande-annonce laissait penser à du classicisme d'espionnage inintéressant, comme les Spectres, je le rappelle. Et c'était complètement autre chose, et c'était chouette. Merci Guy Ritchie, vivement ton prochain film. Et je m'excuse, je ne suis pas digne, faut que j'arrête de douter de toi. Voilà. Numéro 4. Quatrième position de ce classement, Seul sur Mars de Ridley Scott, parce que c'était cool. Bon, je vais peut-être en dire un peu plus. Pourquoi Seul sur Mars, c'était vachement bien ? Seul sur Mars, c'était vachement bien dans le sens où c'était tellement hyper bien fait que je suis convaincu que, allez, donnant un pourcentage, 27%. 27% des gens ont dû se dire, ça doit être basé sur une histoire vraie.
Ce chiffre sort de nulle part, ne le cherchez pas sur internet, c'est moi qui suis en train de vous bullshiter. Mais voilà, Seul sur Mars, c'était réaliste, c'était drôle, il y a de l'humour. Il est caché dans ce film, mais il y a de l'humour, vraiment. Bon, c'est un peu une arnaque parce que grâce à cet humour, ils ont fait passer Seul sur Mars pour une comédie au dernier Golden Globes et c'est pour ça qu'il a récolté le Golden Globes. Mais là n'est pas le sujet. Le film est vraiment bon, ça montre que Ridley Scott sait encore faire des films. Merci, merci. Il y aura peut-être un intérêt pour le prochain Alien puisque son film précédent, Cartel, était... Ah non, il avait fait Exodus entre-temps. Mais Cartel est peut-être le pire film de cette décennie et c'était fait par Ridley Scott. Mais... Voilà, je suis en train de m'égarer, mais c'est pas grave. Seul sur Mars, c'est vraiment bien. Matt Damon, bah, il prouve que c'est quand même un putain d'acteur. Il tient vraiment le film. Le film fait peut-être 2h20 et on est 1h20 avec Matt Damon et il tient quand même le film à lui tout seul. C'est super bien fait. Les effets spéciaux sont top. On s'y croirait. On a l'impression de voir un film qui est vraiment tourné sur Mars. C'était cool. J'avais rien à foutre de ce film, mais en fait, c'était cool. J'ai pas d'autre mot. Cool. Numéro 3. À la 3e position de ce classement, encore un film d'animation. Le Voyage d'Arlo. Je dis encore un film d'animation parce que cette année a été foutrement fructueuse pour le cinéma d'animation qui nous a proposé de vraies pépites cette année. Snoopy et les Peanuts ne fait pas partie du classement et pourtant il aurait mérité. C'était un très beau film que je conseillerais à tout enfant d'environ 6-7 ans. Un personnage qui ne ment pas, tout ça, enfin, il y a beaucoup de choses à dire, et là, il y a un téléphone qui sonne, mais on fera comme si, chut, c'est le stagiaire. Tu m'as perturbé. Ouais, en plus, tu sais ce que c'est la banque. Hein. Le plan épargne logement à 2%, c'est jusqu'au 31 janvier 2016. Bon allez, on s'en fout, on continue, on est des rebelles, ça fera un vlog sympa. Alors, j'en étais sur Snoopy et les Peanuts, c'était vachement bien. Le cinéma d'animation cette année, c'était vachement bien. Et pourtant, c'est les mignons qui a récolté l'argent, mais ça me casse les pions. Revenons sur Le Voyage d'Arlo. Le Voyage d'Arlo est le vrai bide de Pixar de cette année, et le vrai gros bide de Pixar de ces dernières années. Et pourtant, c'était pas justifié, mais du tout. Mais genre, du tout. Et je sais que vous n'êtes pas allé le voir parce que vous avez entendu... Pixar qui fait 2 films cette année, ça veut dire qu'il y en a un qui est bâclé et tout. Pas du tout. Le Voyage d'Arlo a peut-être la meilleure animation que j'ai jamais vue de ma vie. Les décors, ils sont photoréalistes, c'est exceptionnel. Si vous me demandez pourquoi les persos sont aussi cartoonesques, c'est parce que s'ils avaient fait des dinosaures aussi réalistes, on aurait plus le sentiment d'être face à un film d'animation. C'est de ce niveau-là. Les décors, je n'ai jamais vu ça. C'est sublime. Mais genre sublime de chez sublime. C'était un film à voir au cinéma, mais aucun doute là-dessus. La deuxième grosse qualité de ce Voyage d'Arlo, c'est ce qui est caché. C'est les thèmes fondamentaux du film. Je veux pas trop vous raconter l'histoire de ce film parce que il n'y a pas beaucoup de péripéties et ce serait, vous savez que ça parle d'un dinosaure et qu'un petit enfant, ça suffit. Mais ce que je peux dire, je vais parler des thèmes. Donc les thèmes, dans un sens, vont un peu vous spoiler, mais pas trop. Ça traite de deuil. Ça traite d'adoption, ça traite de la famille. Moi, je suis quelqu'un convaincu que le cinéma se doit de porter des messages aux enfants. Parce que moi, j'ai grandi en regardant des films. Un enfant grandit souvent en regardant des films. Et si on a des films comme ces connards d'Alvin et les Chipmunks, où nos héros sont juste des connards bordéliques qui foutent la merde, quelle morale vont tirer les enfants de ce film? Aucune. Dans Arlo, c'est d'une force. J'ai versé des larmes d'homme. De toute façon, j'ai versé des larmes d'homme dans quasi tous les films d'animation de cette année. Mais Arlo, c'est touchant sur ce sujet. Il y a des scènes d'action, oui, mais le vrai propos du film est vraiment très émouvant. Et c'est pour ça que je conseillerais à tout enfant, toi, l'enfant qui me regarde, va voir Le Voyage d'Arlo. Regarde à peu près tous les films d'animation qui sont sortis cette année, sauf cette merde qu'est Les Mignons. Merci. Numéro 2. À la deuxième position de ce classement, Me and Earl and the Dying Girl, This is not a love story, dans la langue de Molière. Car oui, c'est le titre qu'on a donné en France, ne cherchez pas. Me and Earl and the Dying Girl est une pépite du cinéma indépendant américain. C'est un peu le croisement parfait entre Rushmore de Wes Anderson, 50-50 de Jonathan Levine et
disons, Be Kind Rewind de Michel Gondry. L'histoire, c'est que c'est un étudiant qui va se lier d'amitié avec une fille cancéreuse, et pour lui faire oublier son cancer, il va lui projeter, il va plus ou moins être forcé à lui projeter les films qu'il tourne avec son meilleur ami, Earl. Voilà, ça raconte pas beaucoup plus que ça, mais merde, qu'est-ce que c'était bien, c'est drôle, c'est émouvant, c'est la raison pour laquelle j'aime ce cinéma indépendant américain. On est dans une comédie dont on croit, enfin une comédie dramatique dont on croit connaître tous les codes, et pourtant on va apporter quelque chose de neuf, du sang frais. C'est simple, moi, Me and Earl and the Dying Girl, c'est vraiment mon gros coup de cœur de l'année, peut-être plus que le numéro 1, mais le numéro 1, je pouvais pas le placer ailleurs qu'en numéro 1. Mais dans mon cœur, oui, ça c'est beau, ce Me and Earl and the Dying Girl arrive facilement à la première place. J'étais ému, c'est même typiquement, c'est un film que j'aurais aimé réaliser, c'est clair, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Pour ceux qui aiment le cinéma, ça parle de cinéma. Pour ceux qui veulent une belle histoire d'amitié, ça parle d'amitié. Pour ceux qui veulent c'est les comédies, je sais pas si on a ce titre, ce terme en français, c'est ces comédies sur l'adolescence où le personnage vient être mené à l'âge adulte. Je sais pas s'il y en a un terme pour ça en France, mais si vous aimez ce genre de film, genre... il y en a plein en fait, enfin, bon, il y a trop d'exemples, mais c'est un film qui peut plaire à beaucoup de monde, parce qu'il y a tellement de choses que chacun peut se retrouver dans une des trames qui composent le film, et c'est très cool. Voyez celui, c'est bien. Numéro 1. Et à la première position de ce classement, vous vous en doutez peut-être, Mad Max Fury Road, voilà, c'est sûr, c'est évident, c'est le premier dans tous les classements du monde. Enfin voilà, la critique américaine l'a élu meilleur film de 2015, enfin partout, Mad Max est considéré comme le meilleur film de l'année. Pourquoi ? Parce que c'était un putain de film d'action comme on en a rarement vu, parce que le réalisateur il a 70 ans, il a mis une claque à tous ces jeunes qui veulent faire des pseudo-films d'action, parce que... le film a passé peut-être 3 ans en post-production, on comprend pourquoi, putain, c'est sublime, il se passe plein de trucs, c'est magnifique, c'est waouh, on n'a jamais vu ça. Et quatrième raison, j'ai fait une vidéo déjà dessus, donc j'ai pas beaucoup de choses en plus à dire sur Mad Max, c'est un putain de film, si vous l'avez pas vu, voyez-le. Bon, il est peut-être un peu tard, parce que moi je pense que c'était vraiment un film à voir au cinéma. De toute façon, pour moi, je considère que tout film est à voir au cinéma, dans le sens où vous prenez même Bienvenue chez les Ch'tis, attention à ce que je vais dire, vous prenez Bienvenue chez les Ch'tis, et même Bienvenue chez les Ch'tis sera meilleur au cinéma. Pourquoi ? Parce que ce sera sur grand écran, meilleur confort de vision, vous serez vraiment dans le noir, vous ne pourrez pas regarder, enfin, si vous êtes des gens civilisés, vous ne pouvez pas regarder votre téléphone pendant le film, ou être distrait par quelque chose, par le bruit d'un frigo, une petite fringale, on va aller chercher un biscuit, il n'y a pas tout ça, vous êtes plongé avec plein de gens, donc si c'est une comédie, les gens vont rire, vous allez vous prendre dans l'euphorie. Tout film mérite d'être vu au cinéma, même le plus mauvais. Et je dis pas que Bienvenue chez les Ch'tis est plus mauvais, mais je le pense. Voilà, je crois que c'est fini, comme le chante plus ou moins Jean-Louis Aubert. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, qui cette fois sera bien, je l'espère. À bientôt. Aïe.